Donc, bienvenue à tout le monde. Toujours très agréable de voir notre synagogue qui est remplie pour l'office de Kabbalat Shabbat le vendredi soir, le Shabbat matin, et de nouveau remplie le dimanche grâce à la journée du livre. Alors, avant d'inviter celle à qui je dois remettre le prix du premier roman, je voudrais commencer, d'habitude on fait ça à la fin, mais moi je démarre à l'envers, par remercier Evelyne Wittkin et toute son équipe pour le travail qui est fait, travail important de préparation, de coordination, de pilotage. Et en fait, pour tout vous dire, Evelyne va jusqu'à me téléphoner pour m'expliquer à peu près ce que je dois faire. Et j'irai même plus loin en disant qu'Evelyne, quand elle m'appelle, elle me dit « Tu vas remettre le prix, puisque tu es président, c'est le boulot du président. Mais ce qui serait bien, c'est qu'avant de remettre le prix, tu lises le livre. » Et donc, avant même que j'ai eu la chance de pouvoir acheter le livre et le faire signer par son auteur, je l'ai lu dans une version PDF, discrètement, que Evelyne a bien voulu m'envoyer. Et en fait, je vais expliquer à l'auteur, plutôt discrètement devant vous tous, comment je l'ai lu, ce livre. Ma chère Noémie, si vous voulez bien venir, avec les enfants. Il faut que je resitue cette lecture, mais avant, un tout petit mot. Ce de particulier, c'est que Noémie appartient à une famille importante au sein de cette maison, au sein de la synagogue de Beaugrenelle, au sein de Judaïsme en mouvement et avant du MJLF, puisqu'il est parti faire des photos depuis là-haut, son papa, et l'un de mes prédécesseurs, puisqu'il fut président. Ce n'est pas lui du tout, je ne parle pas de lui, ne le regardez pas. Donc il fut président du MJLF avant Marc Konzati, qui lui-même était président avant moi. Donc c'est une transmission que nous passons de génération, enfin pas dire de génération en génération, mais de responsabilité en responsabilité. Et donc avant d'être l'auteur que Noémie est, elle est une enfant de cette maison. Et en ce sens, c'est assez beau, assez fort, assez admirable que dans cette maison émergent des talents. On découvre des forces intérieures, on découvre des énergies dont on voudrait tous recevoir une partie des étincelles de cette énergie, née par un enfant du MJLF, un enfant de la synagogue de Beaugrenelle. Oui, Evelyne, tu as toujours tous les droits. Viens au micro. C'est ma chef, hein. Soyez gentil avec elle. Ne touche pas le micro. S'est réuni pour décerner, réfléchir et sélectionner les premiers romans, réfléchir aux premiers romans et discuter et décerner un premier prix, je dois vous avouer que nous ignorions totalement qui était Noémie Silberg. Mais totalement. Voilà, c'était juste une petite précision. Voilà. Tu as bien fait de m'interrompre parce que ça m'a fait penser que j'ai oublié l'introduction que j'avais en tête, que tu as d'ailleurs validé. L'introduction que j'avais en tête, c'était qu'un autre enfant de cette maison est également un jeune auteur, si je puis dire, un premier roman, et que celui-ci, François Heilbronn, a été dans un très très serré avec Noémie. Un mouchoir de poche, de petite poche même. Et donc, pour tout vous dire, moi j'ai cru, avant, puisque je ne fais pas partie du jury, qu'on attend les délibérations, que François avait, ayant un roman assez exceptionnel entre les mains, une grande chance de passer le poteau en tête, si je puis dire. Et puis non, c'est donc Noémie qui l'a passé, mais avec cette situation paradoxale que dans cette maison, il ne connaissait pas son nom de famille, il connaissait le prénom, mais pas le nom de famille. Et donc tant mieux, parce que ça montre pourquoi on est ce soir à nous rassembler et à remettre ce prix à Noémie. Et donc je voulais expliquer comment j'avais donc reçu, je vous ai dit, ce livre par PDF par Evelyne.
Et cette semaine, je suis allé à Toulouse avec notre rabbin Delphine Orviller pour participer à sa conférence, et également parce que le soir, nous avons réuni les deux communautés. Vous savez, ça arrive, des communautés juives qui se séparent pour des légers malentendus. Et donc à Toulouse, il y avait deux communautés libérales, deux grandes communautés libérales, 120 familles d'un côté et 60 de l'autre. Ils avaient réussi à se séparer il y a 10 ans, et depuis jeudi, ils se sont réunis. Et évidemment, nous savons que c'est le moment où nous devons rassembler le peuple juif, compte tenu des circonstances très malheureuses et très tristes qui sont notre actualité. Et c'est en allant à Toulouse que j'ai lu le livre, que j'ai lu Ma vie après Marc, et je l'ai lu à l'aller et au retour. Et c'était assez incroyable parce que je me retrouve avec Delphine dans une action de construction, de co-construction autour de Juger ce mouvement. Et en même temps, elle est dans le livre un des personnages qui apparaît. Et donc, quand vous lisez un livre et que l'actualité, votre propre réalité, vous ramène à ce qui est dit dans le livre, c'est quelque chose d'assez intense. J'ai beaucoup réfléchi à comment j'allais dire ce que je vais dire. Vous savez, le fait de remettre un prix, le fait de parler à l'auteur, on essaye de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir bien dire, qui ne va pas ressembler à l'année dernière, qui ne ressemblera pas à l'année prochaine, qui soit spécifique. Et en fait, il y a quelque chose qui m'est paru évident, et je pense que pour tous ceux qui vont le lire ou qui l'ont déjà lu, cette évidence va vous sauter aux yeux. Ce voyage que j'ai fait avec votre livre, ce voyage que j'ai fait pour accompagner toute l'histoire que vous nous avez partagée, à la fin de la lecture, je sais pourquoi le jury vous a choisi. Je sais pourquoi il vous a donné ce prix du premier roman, parce qu'à la fin de la lecture, cet homme que je n'ai pas connu, cet homme que je ne connaissais pas, je l'ai aimé. J'ai aimé Marc comme s'il était l'un des miens, l'un de mes proches, par la grâce, par la force de votre écriture. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Par les mots, par le fait de vous mettre à écrire et de nous partager tout ce que vous avez vécu, tout ce que votre famille a vécu, je pense que vous nous avez donné à la fois une leçon sur l'amour, mais plus profondément encore qu'une leçon sur l'amour, vous nous avez fait partager votre amour. Et c'est absolument prodigieux. Et le jury a été, je pense, emporté par cette émotion d'amour qui transparaît de page en page. Nous rentrons marche après marche dans une histoire où l'amour est tellement puissant qu'il est au-delà de la mort. Et je dois dire que mon voisin d'à côté a dû être un peu surpris de me voir, parce que je lui disais sur mon téléphone, de me voir les yeux rougis devant mon téléphone. Alors il devait se dire que j'ai un problème avec mes yeux et que de regarder des écrans trop petits, c'était pas bon pour moi, mais j'ai pas voulu lui expliquer les raisons. Mais je pense profondément, ici il y a beaucoup de lecteurs, beaucoup de gens qui apprécient les livres. Nous sommes dans une communauté juive où le livre fait partie de notre ADN. Nous ne savons pas vivre sans livre, mais je ne me souviens pas d'avoir lu un livre qui m'a amené sur le chemin de l'amour avec une telle force, avec une telle conviction, avec une telle sincérité. Et pour ça, je pense que si vous voulez bien, tous vous lever pour remercier Noémie de cette extraordinaire leçon d'amour. Merci. Faire aimer un disparu à tant de gens qui ne l'ont pas connu. L'autre phrase que je voudrais vous dire, donc je disais, faire aimer un disparu à tant de gens qui ne l'ont pas connu, m'amène à une seconde phrase qui est « Nous attendons avec impatience votre deuxième roman ». Je ne pouvais pas, avant que Niki donne le prix physiquement, je ne pouvais pas, en tant que président de GEM, coprésident de GEM, ne pas vous parler d'Israël. Nous sommes au 3e soir de libération d'otages. Sur une idée de Delphine, qui m'a appelé il y a une dizaine de jours, on me l'a suggéré après qu'elle ait parlé avec Johann Sfar, comme vous le savez, nous avons fait réaliser ces pins
avec le rail que Johann Sfar a dessiné. D'ailleurs, c'est un personnage étrange. Il l'a dessiné, il a pris en photo son dessin, et après, il a perdu son dessin original. Mais il a eu la gentillesse d'accepter la proposition de Delphine. Et la proposition que je veux vous faire, et ce pourquoi nous avons fait ce pins, c'est que nous les porterons tant qu'il y aura des otages. Nous ne lâcherons pas nos pins. Lorsque des personnes de vos entourages, partout où vous serez, dans la vie professionnelle, la vie familiale, la vie associative, vous demanderont quel sens a ce rail, vous ne leur parlerez pas de la vie ou d'être juif, vous leur parlerez des otages. Tant qu'il restera un otage à Gaza, nous porterons les pins. Ça doit être un engagement. Je le fais moi au nom de tous ceux que je peux représenter ici, mais je souhaiterais que vous le fassiez vous-même, de vous dire je vais porter ce pins. Ceux qui n'en ont pas, vous irez voir notre administrateur, Jacqueline, qui cache son trésor. Pardon, Jacqueline, c'est parce que j'ai vu Jacqueline Julietta, excuse-moi. J'ai impressionné par Jacqueline Julietta. Et c'est un geste important. Et surtout, absolument partout où vous serez, partout où vous êtes, quand vous le portez, si quelqu'un vous pose la question, c'est je le porte tant qu'il y a des otages israéliens ou non israéliens ou binationaux à Gaza. Cet engagement, nous devons le prendre collectivement. Je vous demande de le prendre, de le propager. Nous le mettrons dans la newsletter. Nous avons des amis avec le FSJU qui en a commandé plusieurs milliers. Nous avons des amis avec le Bnebrit. Nous avons la soirée. Patrick, où es-tu? Je ne sais pas où es-tu. Patrick est là. La soirée de Yad Vashem, on aura quelques centaines. Nous allons demander, je vais écrire à tous les présidents des organisations juives avec qui nous étions, et Patrick, dans cet avion en Israël, de demander à tous leurs membres de porter ce pins et d'en expliquer la raison à tous leurs entourages pour que nous ne lâchions pas, même si nous devons le porter longtemps et j'espère le moins longtemps possible. Mais nous devons avoir un geste suffisamment significatif pour montrer que nous ne cédons en rien, que nous luttons chaque jour contre l'antisémitisme en France et pour la libération des otages à Gaza. Et maintenant, désolé d'avoir pris un petit instant pour un sujet si grave, mais je te laisse remettre le prix. Et encore bravo. Bon, bien sûr, Noémie, est-ce que vous m'entendez là? C'est un livre totalement bouleversant. Nous, membres du jury, effectivement, et ce qu'a dit Gadvey est exact, nous avons été emportés par la lecture de ce livre. Nous avons beaucoup pleuré. Nous avons pensé à vous. Et nous avons lu, nous avons choisi. En tout cas, c'est ma fille qui aurait dû remettre le prix, ou en tout cas faire une petite lecture. Et elle a choisi 2 textes. Comme elle est malade, elle ne peut pas venir. Et donc, vous me pardonnerez parce que je n'ai pas ses talents, mais nous tenions absolument à vous faire partager la beauté de 2 extraits de ce livre. Le jour où j'apprends le cancer de Marc, mon monde s'écroule. Mon petit monde idéal, dans lequel il y a toujours une solution, dans lequel mon père me promet inlassablement que tout finit toujours par s'arranger. J'avais trouvé l'amour de ma vie. 2 enfants merveilleux, tout ce à quoi je n'osais même pas aspirer quelques années auparavant. J'étais si heureuse que lorsque je me couchais, je m'adressais à Dieu discrètement, allongée du côté gauche de notre lit, et le priais de ne rien changer jusqu'au lendemain matin, reconnaissante de la chance qui était la mienne. Au réveil, je le remerciais humblement. Tout cela est terminé. Ma vie est désormais teintée d'amertume. À l'annonce du cancer de mon mari, la photographie de ma vie se trouve brusquement modifiée. Je sais que je serai veuve et que mes enfants grandiront sans père. D'emblée, j'entrevois la tristesse qui sera la mienne, et d'emblée, je ne peux supporter celle de mes enfants. La simple pensée de leur visage d'ange à l'annonce de la catastrophe me noue l'estomac. Cette fois-ci, je sens que ça ne s'arrangera pas. Je suis effondrée.
Seule dans ma voiture, je hurle, je sanglote, je n'arrive pas à m'arrêter. Je vois tout en noir, un filtre atroce devant les yeux qui obstrue tout. Je craque aussi devant Marc. Je n'arrive pas à me contrôler. Dans notre lit, lorsque je me réveille et que je réalise que ce n'est pas un cauchemar, je pleure sans pouvoir m'arrêter. En entrant dans ma douche, quand je tourne le mitigeur et que l'eau coule sur mon corps, j'ai envie de me laver de la maladie, de me débarrasser du mauvais œil qui nous a pris en grippe, de me purifier du cancer qui nous étreint de plus en plus fort. Je pleure sans cesse, sans répit, je m'en veux et j'ai honte parce que ce n'est pas moi qui suis malade et que Marc ne se laisse pas aller ni ne se plaint. Je m'excuse, je suis désolée de réagir comme ça devant toi. Ne m'en veux pas, j'ai besoin de digérer cette information. Une fois que je l'aurai digérée, tu verras, je serai forte et courageuse avec le recul. Je m'étonne d'avoir employé ce mot, digestion, alors qu'il souffrait d'un cancer gastrique. Mais je me dis que les lapsus de l'inconscient se foutent bien du tact et des convenances. Bon, je m'arrêterai là parce que je pense que c'est beaucoup trop douloureux. Et je te remets le prix. Et évidemment, comme la librairie Lamartine, il y en avait deux, mais je ne sais pas à quel... il y en a un pour Steven et un pour vous. Et il faut l'ouvrir parce que peut-être qu'il n'y a pas d'étiquette. C'est une blague quand même. Non? Ah ouais, merci beaucoup. Mais dis donc, il fallait les chercher. Hein. Je vois après. Merci beaucoup. C'est bon là? Ouais. Merci beaucoup pour ce prix et merci Gad pour ces mots. Et je précise pour ceux qui n'auraient pas lu ce livre qu'il n'est pas du tout aussi glauque que les quelques extraits qu'on a pu vous lire, mais qu'il y a même des passages qui sont plutôt drôles, enfin il paraît. Donc ne restez pas là-dessus. Merci beaucoup pour ces mots et qui me touchent d'autant plus que je n'étais pas partie pour écrire un livre, je n'étais pas partie pour écrire ce livre et l'écriture s'est imposée à moi. Et voilà, c'était une nécessité et je ne pensais pas du tout que ça pourrait m'amener là et j'ai eu la chance que ce livre touche un certain nombre de personnes comme j'aurais pas forcément pu l'imaginer et que ça aide aussi certaines personnes puisque c'est le sens des mots que j'ai reçus et comme vous l'avez dit très justement, l'idée était de montrer que l'amour avait vaincu la mort, comme je l'écris souvent, et c'était une manière pour moi de continuer à faire vivre Marc. Et ce livre m'a beaucoup aidée à la fois dans l'écriture et ensuite dans la promotion que j'en ai faite, puisque c'était une manière pour moi qu'il ne s'éteigne pas et qu'il reste toujours parmi nous. Et j'ai le sentiment que c'est ce que j'ai réussi à faire pour mes enfants qui m'entourent si bien aujourd'hui. Et je crois que, comme dirait Delphine Orviller, puisqu'on est un peu chez elle, ici, il n'y a pas de hasard. Si je reçois ce prix ici, puisque Delphine m'a accompagnée à double titre. D'abord, elle nous a accompagnés, elle a surtout accompagné Marc à la fin de sa vie, puisqu'elle lui a permis finalement de retrouver cette identité dont il était en quête et de pouvoir partir plus facilement grâce à ça. Et je crois qu'elle lui a fait beaucoup de bien. Et elle m'a aussi accompagnée puisqu'elle a écrit la préface de ce livre. Et voilà, donc c'est très symbolique pour moi qui ai été effectivement, comme vous l'avez dit, qui ai grandi dans cette synagogue, là où j'ai fait ma bat mitzvah, et là où est rappelé chaque Shabbat le nom de Marc. Voilà, c'est très symbolique pour moi et c'est très émouvant et je vous remercie beaucoup. Merci. Et Tel ne souhaite pas faire de discours, mais elle vous remercie. Et Adam, tu veux faire un discours? Non, non plus. Il vous remercie également. Et maintenant, place à la conférence. Merci à tout le monde.
M'entendez-vous là? C'est bon? Non. Non. Je fais le mieux que je peux. Ça ne fonctionne pas. Bien, alors nous allons sans transition parler de Philippe Roth, qui est notre mythe américain. C'est certainement l'auteur américain le plus apprécié des Américains eux-mêmes. Il paraît qu'il est plus lu que Proust, en tout cas aux États-Unis, d'après ce que me disait Steven, pas plus tard qu'avant-hier. Il est un écrivain extrêmement prolixe, un écrivain qui écrit entre 1955 et 2010 31 livres. Arrête, c'est cela. En France, les 3 grands succès sont La Tâche, Goodbye Columbus, Portnoy et son complexe. Le reste est de moins en moins lu, je ne sais pas, ou en tout cas est beaucoup moins connu. On dira que pour nous, c'est une sorte de Woody Allen écrivain, avec ses obsessions, son obsession de la mort, son obsession de l'analyse, son humour. C'est une espèce de tsunami quand on entre dedans. Et il disait lui-même que être écrivain n'est pas un métier de tout repos. Plus proche, c'est Nico. Décidément, je ne sais plus que faire là. C'est bon là? Donc en tout cas, c'est son énergie, son humour, sa vivacité. Et c'est surtout l'impossibilité de savoir qui est Philippe Roth, qui est-il, quand se cache-t-il, où est-il vrai, où est-il sincère, où est-il faux? Je est un autre, Philippe Roth n'est jamais lui-même. Et c'est pourquoi j'ai demandé à Steven Sampson de venir, qui lui est un écrivain américain mais qui écrit en français et qui est le spécialiste reconnu de Philippe Roth, bien sûr. Et je lui ai demandé de venir nous parler de son écrivain préféré, un écrivain qui te hante, puisqu'il a lui-même écrit « Moi, Philippe Roth ». C'est vous dire. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'il vend ses livres après la conférence ici. Voilà. Donc, Steven, la première question serait de savoir, nous allons nous appuyer sur 3 textes et nous allons faire différemment d'habitude pour les autres, pour ceux qui avaient assisté aux conférences précédentes. C'est-à-dire que nous allons faire un exercice de Talmud. Notre rabbin préféré fera l'explication de la paracha du jour et nous nous appuierons sur 3 textes, c'est-à-dire tromperie, d'abord Goodbye Columbus, tromperie et opération Shylock. Donc, la première question que je te pose, mais qui sera illustrée par nos comédiens, quel est le rapport, et y a-t-il un rapport simple, bien sûr que non, au judaïsme de Philippe Roth? Je donne une petite réponse avant le lecteur. Déjà, merci pour cette invitation. C'est assez ironique de parler de Roth dans une synagogue parce que lorsqu'il a explosé avec Goodbye Columbus en 1959, qui a gagné le National Book Award, le prix le plus prestigieux aux États-Unis, il était critiqué par la communauté juive pour avoir attaqué les Juifs, pour avoir révélé des secrets de famille, pour avoir donné un portrait négatif des Juifs. Et c'était juste 10 ans ou 20 ans plus tard qu'elle était acceptée comme un écrivain mainstream, comme un écrivain dans le courant principal de la judaïté américaine. Ça, c'est une chose. C'est aussi ironique parce que ma thèse sur Roth, c'est qu'en fait, il se prend un peu pour Dieu. Il se prend un peu pour un rival de Dieu. J'ai même, quand j'ai fait une thèse sur Roth, j'ai dit même qu'il se prenait pour Jésus-Christ. Ça n'a pas trop plu au jury de ma soutenance. Et j'ai écrit un essai sur Roth, Corpus Rothi, où j'ai dit que c'était une parodie du Nouveau Testament. Donc c'est ironique. Il a un rapport très ambigu avec le judaïsme. Et justement, le premier texte qui vont lire les comédiens, ça se passe dans un Talmud Torah. C'est une nouvelle qui s'appelle la conversion des Juifs. C'est dans ce recueil Goodbye Columbus. Et pourquoi la conversion des Juifs? Parce que c'est 2 garçons qui se disputent parce qu'apparemment le rabbin, il avait dit dans le Talmud Torah, mais c'est une connerie, Jésus n'est pas né de Dieu, c'est impossible. Une femme ne peut pas donner naissance à
un être humain sans qu'il y ait des rapports entre un homme et une femme. C'est impossible qu'il soit le fils de Dieu. Et l'autre, un des deux garçons, Ozzy dit, mais pourquoi pas? Voilà, je laisse là les comédiens. Tu es vraiment doué pour ouvrir la bouche le premier, hein. Pourquoi es-tu tout le temps en train d'ouvrir la bouche? C'est pas moi qui ai parlé le premier, je t'assure. Mais qu'est-ce que tu t'occupes de Jésus-Christ de toute façon? Mais ce n'est pas moi qui ai parlé le premier, c'est lui. C'est le rabbin Binder. Je savais même pas de quoi il s'agissait. Jésus est un personnage historique. Jésus est une personne qui a vécu comme vous et moi. C'est ce que dit Binder. Oui, et alors? Qu'est-ce que ça peut bien faire qu'il ait vécu ou non, hein? Pourquoi as-tu besoin d'ouvrir la bouche? Jésus était un homme, mais il n'était pas comme Dieu. Nous ne croyons pas qu'il soit Dieu. Bon, les catholiques, hein? Ils croient en Jésus, qu'il est Dieu. Sa mère était Marie, et son père, probablement Joseph. Mais le Nouveau Testament dit que son vrai père était Dieu. Son vrai père? Oui, non mais c'est ça le grand truc. On suppose que son père était Dieu. Boniment. Bah ouais, ça c'est ce que dit le rabbin Binder, que c'est impossible. Bah bien sûr que c'est impossible. Cette histoire, c'est tout des boniments. Pour avoir un bébé, hein, il faut être fécondé. Donc, Marie a dû se faire féconder. Non mais c'est ce que dit Binder. Le seul moyen pour une femme d'avoir un bébé, c'est d'avoir des rapports avec un homme. Il a dit ça, Oz? Il a dit rapport? Enfin, qu'est-ce que vous avez fait, les gars? Vous avez ri ou quoi? Ah, moi j'ai levé la main. Et qu'est-ce que t'as dit? Bah, c'est à ce moment-là que j'ai posé la question. Sur quoi? Les rapports? Mais non, j'ai posé la question sur Dieu. Pourquoi? S'il avait pu créer le ciel et la terre en 6 jours, et faire tous les animaux et les poissons et la lumière en 6 jours, la lumière surtout, moi c'est ça qui m'étonne toujours, hein. Qu'il ait pu faire la lumière. Non mais faire des poissons, des animaux, c'est très bien. Hein. Ah, c'est rudement bien. Ouais, mais la lumière, faire la lumière. C'est-à-dire que quand on y pense, c'est quand même dingue, non? Bon, bref. J'ai demandé à Binder s'il a pu faire tout ça en 6 jours et qu'il a pu prendre les 6 jours qu'il voulait à partir de rien. Pourquoi ne pourrait-il pas faire qu'une femme ait un bébé sans avoir de rapport? Tu as dit rapport, Oz? Ouais, Au rabbin Binder? ouais. En pleine classe? Non mais je veux dire sans blague. Hein? Ce serait rien. Après tout le reste, ce serait presque rien. Et il a dit quoi, le rabbin Binder? Il s'est mis à hurler que décidément j'étais un simple d'esprit et un malin et que je devais dire à ma mère de venir le voir et que ce serait la dernière fois et que si ça ne tenait qu'à lui, je ferais jamais ma bar mitzvah. Bravo. Donc voilà, c'est assez paradoxal parce que Roth, c'est un écrivain juif, non? Et là, c'est une discussion sur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, quand j'ai publié mon roman, moi, Philippe Roth, il y a le moi. Et c'est pas juste mon narcissisme en moi. Selon moi, Roth aussi, il est très narcissique. Et dans le titre de cette conférence, c'est moi, Philippe Roth, talmudiste. Et ce que vous voyez dans ce extrait qui était très bien joué, merci, c'est qu'il y a une discussion sur l'analyse, sur l'interprétation. Et il y a plusieurs façons de voir Roth. Quand tu fais une thèse, tu lis plein de livres et tu vois, il y a une cinquantaine d'interprétations qui sont valables. Il y en a qui disent que Roth, ça tourne autour de la question de la Shoah, d'autres qui disent que ça tourne autour de la question de la violence, d'autres qui disent sur la judéité, et tout ça c'est valable. Et moi-même, j'avais une autre thèse, et récemment, je reviens sur cette question d'interprétation, et ce qui me frappe chez Roth, c'est les gens qui discutent, les gens qui parlent, ils parlent des discussions, et ils interprètent, et c'est l'interprétation, l'analyse, et c'est ça qui passe dans le Talmud. Et donc, ce que vous avez ici, dans cette nouvelle, c'est 2 garçons, ils ont juste 12 ans, 11 ans, 12 ans, et ils discutent du Nouveau Testament. Et pourquoi le Nouveau Testament? Parce que c'est le livre de l'Amérique, en fait. C'est pas... souvent chez Roth, c'est ce que le Judée, c'est des Judéités en collision, en confrontation avec l'Amérique.
c'est pas juste ce qui se passe entre les Juifs, mais ce qui se passe lorsque les Juifs s'affrontent avec l'Amérique. Et l'Amérique, c'est quoi? C'est un pays chrétien. Donc, au fond, cette analyse sur si Jésus-Christ est vraiment le Fils du Dieu ou pas, c'est une question sur l'Amérique. Qu'est-ce que ça veut dire d'être juif dans un pays qui n'est pas juif, au fond? Et à un moment plus tard dans cette nouvelle, Izzy dit oui, les catholiques ils croient ça, et le narrateur il dit mais Izzy voulait dire par catholique les protestants aussi. La notion tellement vague des chrétiens que catholique ça comprend tout le monde. Donc dans cette même recueil qui est vraiment un livre merveilleux, dans la première nouvelle qui s'appelle Goodbye Columbus, le titre vient d'un rêve. Et là aussi, il y a une question d'interprétation parce que Roth était très influencé par Freud. Il a fait une psychanalyse un peu ratée qui n'a duré que 2 ans. Mais quand même, son 4e roman, Portnoy et son complexe, qui est vraiment le livre qui l'a rendu célèbre, c'est une fausse séance de psychanalyse. Et dans ce nouvel Goodbye Columbus, le héros, il travaille dans la bibliothèque de Newark et il y a un petit garçon noir qui vient tous les jours et qui emprunte des livres et il est fasciné par Gauguin et les livres d'art qui se passent, des tableaux de Gauguin à Tahiti. Et le narrateur, à un moment, il fait un rêve où il y a un bateau qui quitte les rives de Tahiti et il y a une voix qui chante Goodbye Columbus, Goodbye Columbus, Goodbye Columbus. Il y a des femmes moitié nues comme dans un tableau de Gauguin qui disent au revoir au narrateur et à ce garçon noir. Et en même temps, c'est la musique d'un album que le narrateur il avait entendu chez sa fiancée parce que le frère de sa fiancée avait été un ex-étudiant dans l'université d'Ohio à Columbus. Donc, tu as tout ça qui est condensé dans un rêve et qui est sujet de roman. Et c'est ça, pour moi, aujourd'hui, si je dois dire comment résumer Philippe Roth en un seul mot, j'ai dit l'interprétation des rêves et l'interprétation de ce que les gens disent. Donc, c'est peut-être le moment de passer au deuxième texte, Alors, non? on va passer au deuxième texte et donc à la deuxième question, puisque nous ne savons pas vraiment quel est son rapport au judaïsme, mais maintenant j'aimerais savoir si son rapport à la création littéraire, puisque est-ce qu'il y a dans la création littéraire de Roth une réalité du personnage et une réalité des personnages qui se mettent en jeu, ou est-ce que tout naît de son imagination? Est-ce que l'irréel est plus vrai que le réel? Oui. Il y a une recréation. Donc je vous invite, alors cette fois-ci nous passons à Tromperie. Bon, tu ferais mieux de me dire ce qui te tourmente. Je peux pas rentrer tous les soirs de mon studio et soir après soir subir des dîners comme celui-ci. Tu ne parles pas, tu ne réagis à rien de ce que je dis et tu as une mine épouvantable. Je ne dors pas. Mais pourquoi? Dis-moi. J'en sais rien. Enfin, qu'est-ce qui te tracasse? Aucun rapport avec toi. Non, bah, c'est pas une raison pour pas me le dire. Mais il y a un rapport avec moi, pas vrai? Je veux savoir. Non, surtout pas. Je ne veux pas savoir. Ah, bah voilà, nous y voilà, hein. Et de quoi s'agit-il? Tu vas pas à ton studio pour travailler, tu vas à ton studio pour baiser. Tu as une liaison avec quelqu'un que tu retrouves dans ton studio. Vraiment? Ah, tu crois ça? Oui. Non. La seule femme de mon studio est la femme de mon roman. Hein, malheureusement d'ailleurs, parce qu'il serait plus agréable d'avoir un peu de compagnie. Mais bon, ça, c'est pas le cas. Ce n'est pas ton roman, c'est ton carnet de notes. Tu as oublié de le remettre dans ton porte-document, alors je l'ai pris et stupidement. Voilà, maintenant je regrette tant. Je savais qu'il fallait pas que je l'ouvre. Je savais que ce serait affreux. Mais enfin, tu te mets dans tous tes états pour rien, tu sais. Moi? Mais, enfin, qu'en penses-tu là? Tu as par hasard lu quelques notes. Non, pas des notes, des conversations avec cette femme. Mais qui est imaginaire. Comment peut-elle être imaginaire quand elle sait toutes ces choses que toi, il est impossible que tu saches? C'est quelqu'un qui vient dans ton studio et c'est à cause d'elle que depuis des mois tu as toujours l'air absent et te désintéresses de moi totalement. Quand je te parle, c'est à peine si tu es capable de rester éveillé. Quand elle te parle, tout te paraît à ce point merveilleux que tu ne peux t'empêcher de les noter, chacun de ces mots merveilleux. À peine ouvre-t-elle sa bouche et te voilà un écouteur, un audiophile. Mon Dieu, mais quelle connerie prétentieuse. Ah ouais. Non mais
Il se pourrait que ce soit à cause d'elle que depuis des mois je me désintéresse de tout. Mais par ailleurs, c'est peut-être à cause du livre que j'écris que je m'intéresse à rien d'autre depuis des mois, non? Tu avoues. Tu avoues. Mais enfin, j'avoue quoi? Tu l'aimes plus que tu ne m'as jamais aimé. Parce qu'elle n'existe pas. Si tu n'existais pas, je t'aimerais de cette façon toi aussi. Bravo encore, merci. Donc ça, c'est le livre qui a inspiré le film d'Arnaud Desplechin, Tromperie, je ne sais pas si vous l'avez vu. Et je dirais juste pour reprendre les deux thèmes en une seule phrase là, le judaïsme, c'est en fait le livre, c'est le texte. Le Torah, c'est à la fois la loi et c'est aussi un récit, c'est une histoire. Mais cette histoire a la valeur d'une loi. Et Roth, il est sans cesse en train de se révolter contre cette loi. Mais en même temps, il ne s'échappe jamais. Et là, il est marié. Et il y a toujours un rapport entre la réalité et la fiction chez lui. Donc, dans ce roman Tromperie, le personnage principal s'appelle Philippe. Est-ce que c'est Philippe Roth? On ne sait pas, il dit jamais. Mais il vit à Londres, comme vivait Philippe Roth. Il a une femme qui s'appelle Claire, alors que tout le monde sait que sa vraie femme s'appelait Claire Bloom, l'actrice anglaise, juive d'ailleurs. Et là, elle pense que c'est Carrier qu'elle a trouvé chez eux, qu'il a une vraie aventure avec une femme dans son bureau, là où il écrit tous les jours. Est-ce que c'est vrai ou pas? La question de la création littéraire chez Roth, c'est un jeu de chat et souris. Il y a cette expression, un roman à clé. Pour moi, l'œuvre de Roth, c'est un roman autobiographique à clé, où il donne tous les indices qui laissent croire que, en fait, c'est basé sur sa vie. Et après, il se plaint lorsque le public dit « Ah, mais c'est Philippe Roth, en fait, tu parles de toi-même, là. » Il dit « Non, non, c'est pas moi. J'ai créé, j'ai imaginé tout ça. » Et c'est exactement ce qu'il fait avec sa femme, ou avec le personnage de sa femme dans cet extrait. Donc, là encore, c'est presque un condensé de toute son œuvre. Lorsque Portney et son complexe est sorti en 69, il est devenu célèbre, c'était un roman scandaleux, et il a très mal vécu la célébrité. Les gens disaient « Ah, mais c'est toi qui te masturbais dans les toilettes dans un tranche de veau, et c'est toi dont le père était constipé. » Et il disait « Mais non, non, c'est un roman, c'est pas ma famille, ça. » Et c'était tellement traumatisant pour lui qu'il a écrit un cycle, le cycle Zuckerman des années 80, où le personnage, c'est un personnage très clairement basé sur Portnoy, sur Philippe Roth, il s'appelle Nathan Zuckerman, et Nathan Zuckerman est lui-même l'auteur d'un roman à scandale qui s'appelle Karnofsky, qui est comme Portnoy, et tout le monde interpelle Karnofsky dans la rue et dit « Mais Gil Karnofsky, mais hey Gil, je te connais, j'ai vu le chapitre où tu fais ça dans les toilettes. » Donc, Roth, il met en scène une imagination, une création littéraire un peu vide, où est-ce qu'on a le droit d'imaginer des choses, ou est-ce qu'en fait, on construit un récit à partir de notre propre vécu. Et je pense que cette condition de vide, c'est son expérience de la judéité. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, pas Niki. Sinon... Si, mais je voulais savoir s'il y avait au fond de cette poupée Matryoshka une toute petite Matryoshka qui s'appelle vraiment Philippe Roth. Moi, je pense que oui, mais je pense que le Philippe Roth, au cœur de cette Matryoshka, c'est un personnage vide, en fait. Moi, je pense que tout écrivain décrit le vide. C'est ça qui est au début du livre de Genèse, c'est le vide, c'est le chaos. Et à partir de ce chaos, Dieu crée le monde. Et c'était dans le premier passage, là, Dieu crée la lumière. Et Roth, ce qu'il fait, c'est qu'au lieu de donner un roman réaliste, comme on a l'habitude de lire, il montre l'écrivain au travail, il montre l'écrivain en train de travailler à partir de rien. Et de cette manière-là, c'est très moderne. Ça rejoint les séries de télé-réalité aujourd'hui, où tu vois, tu es un insider, tu vois depuis l'intérieur, l'œuvre en train de se faire. Et Roth il invite le public et invite le lecteur à l'intérieur de la création. C'est un texte à trous et un texte à multifacettes. Voilà. À la Flaubert aussi, Voilà. qui était très amoureux de Flaubert. Exactement. Bon, mais alors y a-t-il quand même, moi je suis obsessionnelle, une vérité de Roth? Et en tout cas, est-ce que
il y a une vérité négative, à savoir qu'il haïrait, il y a ce problème de l'antisémitisme omniprésent. Est-ce que cette petite poupée, comme je l'ai dit, n'est-elle qu'un sentiment de haine, ou le sentiment qu'il est exposé non-stop à la haine? Ah oui, et je pense qu'il est vraiment obsédé par l'antisémitisme. On voit ça dans les livres ou dans les passages des livres qui se passent à Londres. Finalement, il a quitté Londres et il ne s'est jamais senti aussi juif qu'en Angleterre, où il pense que le peuple anglais entier est antisémite. Il y a un chapitre dans ce livre, La contre-vie, qui s'appelle la chrétienté, où l'Angleterre est synonyme pour le christianisme. Donc, je dirais que c'est un juif sartrien. On est juif parce qu'il y a les antisémites. Sans les antisémites, il n'y a pas trop de juifs. Il n'y a pas de scène qui se passe dans les synagogues, à part cette première scène dans le Talmud Torah. Il n'y a pas de scène qui se passe dans les synagogues chez Roth. Alors qu'il y a des scènes qui se passent dans les églises. Et pourquoi? Parce que le juif est plus juif dans une église que dans une synagogue, où il doit affronter des non-juifs. Et il est plus juif aussi en sortant avec des femmes non juives. Exactement. Et en tout cas, c'est quand même et c'est pourquoi on arrive au dernier texte, qui est l'opération Shylock, puisque quand même Shylock, c'est le modèle de l'antisémitisme avec cet livre de chair, et ce bouquin est absolument extraordinaire, complètement fou, mais cette histoire de Shylock, c'est comme un mythe vivant. Quand on parlait de Léon Blum, ça me rappelle, on l'appelait le Shylock de l'Assemblée nationale. Je ne savais pas, intéressant. Ouais, c'est le mot qui est toujours donné pour l'horreur absolue. Donc je vous invite à vous lire ce passage de l'opération Shylock. Qui je suis? J'ai étudié la pièce de Shakespeare qui vient juste après Hamlet, si l'on se réfère au nombre de fois où elle a été jouée dans les théâtres de Londres au cours de la première moitié du XXe siècle. Et j'ai éprouvé un choc en découvrant les 3 mots que Shylock utilise pour faire son entrée sur la scène de ce monde. Il y a à peu près 400 ans de cela. Oui, depuis maintenant 400 ans, les Juifs vivent dans l'ombre de ce Shylock. Dans le monde moderne, les Juifs sont perpétuellement devant leurs juges. Encore aujourd'hui, on les juge à travers les Israéliens, et ce procès moderne que l'on fait aux Juifs, ce procès qui n'en finit pas, commence avec le procès de Shylock. Pour les spectateurs du monde entier, Shylock est le Juif personnifié de la même manière que l'oncle Sam personnifie l'esprit américain. J'ai étudié ces 3 mots par lesquels ce Juif cruel, repoussant et ignoble, déformé par la haine et le désir de revanche, fait son entrée en tant que notre double dans la conscience de l'Occident éclairé. 3 mots qui recouvrent tout ce qu'il y a de haïssable chez les Juifs. 3 mots qui ont servi à stigmatiser les Juifs à travers les 2000 ans de l'ère chrétienne et qui gouvernent le sort des Juifs encore aujourd'hui. 3 mots dont le plus grand écrivain anglais de tous les temps pouvait pressentir qu'il fallait les isoler, les présenter comme tels. Vous vous souvenez des premiers mots que prononce Shylock? Vous vous souvenez de ces 3 mots? Quel chrétien pourra nous les pardonner? 3000 ducats. Shylock, le juif haïssable, le juif que l'on a le droit de haïr, dont les premières représentations dans l'art remontent aux reconstitutions de la crucifixion dans la ville d'York, dont la persistance, en tant qu'infâme, dans l'histoire, pas moins que dans le théâtre, est sans précédent. L'usurier au nez crochu, le dégénéré, l'avare, l'égoïste rendu fou par l'argent, le juif qui va à la synagogue pour y comploter le meurtre du vertueux chrétien. Le voilà, le juif d'Europe, le juif exclu par les Anglais en 1290, le juif banni par les Espagnols en 1492, le juif terrorisé par les Polonais, taillé en pièces par les bouchers russes, exterminé par les Allemands, rejeté par les Britanniques et les Américains, à l'époque où les fours de Treblinka ronflaient.
Excellent. Donc, vous avez une question? Non. Donc c'est le personnage qui explique tout ça a encore le héros dans ce roman. Cette fois, il s'appelle Philippe Roth. Pas seulement Philippe, mais Philippe Roth. Et Philippe Roth, il se met en scène avec un faux Philippe Roth, son double. Parce que dans l'œuvre de Roth, il y a souvent des doubles. Et d'ailleurs, il met en exergue une phrase de Genèse, du livre de Genèse. Jacob demeura seul. Alors un homme lutte avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Donc, il y a cette référence à Jacob et l'ange, et dans le roman même, à un moment, Philippe Roth voit ça sur une ardoise lorsqu'il se fait un peu prisonnier, entre guillemets, par les services secrets israéliens. Et il y a toujours ce va-et-vient entre l'idée, est-ce que c'est une fiction ou c'est une confession? À un moment, il dit que c'est un vrai livre, et ça s'est vraiment passé, et à un autre moment, il dit que c'est une fiction. Il y a toujours cette question d'interprétation, et là, de représenter. Là, se pose le monsieur qui fait cette long discours-là, il veut monter un théâtre antisémite dans toute l'Europe. Et pourquoi il veut faire ça? Est-ce qu'il veut nuire à la réputation des Juifs? Est-ce que c'est un élan antisémite ou il veut mettre en scène Shylock pour montrer les Juifs sur tous ces traits répugnants? Ou est-ce que c'est pour montrer aux antisémites combien ils sont antisémites? C'est pas clair. Il y a cette ambiguïté qui traverse l'œuvre de Roth et qui laisse ouverte la question de l'interprétation, parce que c'est vraiment ça qui l'intéresse. Et de même, il y a la question de la loi, comme j'ai dit tout à l'heure, la Torah c'est à la fois le livre, un récit, et c'est la loi, parce que Philippe Roth, il va en Israël, pourquoi? Pour assister au procès de John Demjanjuk. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce procès qui a eu lieu en 88, ou 85, et 88, je crois. En tout cas, c'était un ouvrier de Cleveland, un ouvrier américain qui était accusé d'avoir été un garde dans le camp de concentration à Treblinka. Et Roth assiste à ce procès et il tire de ce procès, qui est encore une question de loi, la loi israélienne, un récit où il y a la question d'interprétation. Demjanjuk, il était coupable ou pas, et finalement, Demjanjuk était trouvé non coupable parce qu'il y a des archives soviétiques qui ont montré que c'était une autre personne qui était le garde en question à Treblinka, mais plus tard, Demjanjuk a été trouvé coupable pour avoir été un garde à Sobibor. Donc, toujours cette ironie. De même, Philippe Roth croise un ami palestinien qu'il n'avait pas vu depuis 30 ans, et le Palestinien l'amène à Ramallah, et là, il entend le point de vue palestinien, et il assiste à un autre procès où le frère d'un ami de son ami est lui-même accusé par les Israéliens des crimes contre l'État d'Israël. Donc, cette imbrication entre la loi et le récit est omniprésent chez lui, et ça donne toujours question à l'interprétation. Et c'est pour ça que je dis que finalement, c'est un livre. Roth écrit un livre sur le livre, comme les talmudistes écrivent un livre sur la Bible. Roth, il est toujours en train de superposer son texte sur d'autres textes. Voilà. Donc c'est le palimpseste de lui-même sans cesse. Exactement. Je pense qu'il faut que vous passiez à des questions, si vous en avez. Merci. Posez une question, s'il vous plaît, même si c'est banal. Hein. Comment je tombe les Roth par le yiddish? Je voulais faire du yiddish, et finalement, ma mère a dit, on s'est battu pendant 2 générations pour oublier le yiddish, et toi, tu te bats pour te souvenir du yiddish. Et j'ai fait une maîtrise sur l'écrivain yiddish, mais je n'avais pas le niveau. Donc après, j'ai fait Roth parce que c'était une sorte de compromis entre la judité américaine et le yiddish. Il y avait une question par là-bas, je crois.
Non, mais, oui. Merci, merci de nous avoir présenté Philippe Rob comme talmudiste. Certainement talmudiste, parce qu'il interprétait que ses livres étaient en abîme, en fait des mises en abîme certainement. Mais j'ai une question toute factuelle à vous poser, et je vous parle en néophyte. Est-ce que Philippe Roth, on dit d'un juif, donc là il était visiblement juif dans sa manière de faire les choses, mais est-ce que les enfants de Philippe Roth sont restés dans le judaïsme s'il a eu des enfants? Il n'a pas eu d'enfant. Et d'ailleurs, dans ma thèse de doctorat, j'ai souligné ça. Je trouve que c'est central. Je trouve qu'il y a une sorte de stérilité dans sa vraie vie dont je vois le reflet dans sa littérature. Et ça soutient ma thèse comme quoi il fait lui-même une sorte de figure de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ n'avait pas d'enfant. Et donc Roth représente la fin d'une lignée. Mais en même temps, je vois ça comme lié à cette passion pour la femme non-juive. Il aimait les non-juifs, mais quel intérêt entre guillemets, quel intérêt de faire un enfant non-juif parce que cet enfant ne serait pas juif. Donc, il y avait cette attirance pour la non-juive, mais en même temps, c'est une impasse parce que il n'y aurait pas de progéniture juive. Et ça, à la fois, on voit dans sa vie et on voit ça aussi dans sa littérature. Après, j'ai lu dans la biographie qui est sortie il y a 2-3 ans, il se posait des questions vers les 80 ans. Est-ce qu'il pourrait faire un enfant ou pas? Est-ce que les spermatozoïdes étaient d'une assez bonne qualité ou pas? Et puis, il a donné apparemment une partie de son patrimoine matériel à une femme qui avait 2 enfants avec qui il était très proche. Donc, mais non, il n'avait pas d'enfant biologique. Mais c'est une question qu'il a taraudé apparemment. Merci. Allô? Ça marche? Oui. J'ai une double question concernant la biographie que j'ai pas fini de la lire, mais bientôt, la grosse biographie de 800 pages, dans laquelle on voit que quand il fait sa bar mitzvah, il le fait pour faire plaisir à ses parents, à sa mère, etc. Et dès le lendemain, tout est balayé, terminé, plus aucun intérêt apparemment pour tout ce qui est études juives, etc., etc. Bon. Et ma deuxième question, c'est par rapport à ce que vous disiez au tout début. Quand il arrête d'écrire, il est soulagé par d'un poids. Et ce poids, c'est quoi? C'est que quand il allait quelque part, à un dîner avec des amis, etc., le soir en rentrant, il fallait qu'il prenne des notes parce que justement, ça l'inspirait de tout ce qui s'était dit, tout ce qui s'était fait. Donc, c'est par rapport à la fiction. La fiction a l'air toujours, comment dirais-je, oui, documentée. Oui, documentée. Voilà. Donc, la question c'est, donc, est-ce qu'il avait toujours envie d'écrire, même après sa déclaration de ne plus vouloir... Non, c'est pas ça la question. La question, c'est que ce que vous avez dit au début, qu'on ne savait pas s'il écrivait en inventant ou pas en inventant. Non, il n'y avait pas beaucoup de choses qui étaient inventées peut-être. Je ne sais pas. Moi j'ai cette impression aussi, mais finalement, même si toute invention romanesque vient de quelque part, même si on change le pays, ou Kafka aussi, il n'y avait rien de reconnaissable dans son œuvre, mais ça vient de son vécu. Donc... Et la première question concernait son éducation juive, voilà. Oui. Non seulement il a été baigné dans le milieu, mais après, il n'a pas le moins du monde étudié. Apparemment non, mais en même temps, si on regarde ce qu'il a tiré, c'était des écrivains juifs. Il y a la citation du livre Genèse. Il y a plusieurs livres qui se passent en Israël. Il était très obsédé par la question juive. Il disait qu'on ne peut pas s'échapper. Beaucoup de ses amis étaient juifs. Donc, je pense qu'il avait un rapport ambivalent. Et puis, ça a évolué. Il se disait dans les années 80 qu'il était un écrivain juif. Et 20 ans, 30 ans plus tard, il se disait écrivain américain. Et d'ailleurs, c'est vrai, parce que les romans de la cycle, la Pastorale américaine, La Tâche et J'ai épousé une communiste sont moins juifs, moins préoccupés par des enjeux juifs.
Mais je pense qu'il se soucie à ce moment-là de sa réputation littéraire plutôt, et il se rendait compte que ça se passait dans un monde anglophone. Mais il y a une phrase dans le, je pense que c'est l'Orgie de Prague, qui est l'épilogue au cycle Joconde des années 80, où il dit « Je suis un juif qui écrit en anglais ». Et je pense pour lui, c'est sans doute une projection de ma part, parce que on lit tous, on projette sur l'auteur notre propre problématique, mais je pense qu'il avait une certaine ambiguïté par rapport à la langue américaine et la judéité. Et donc, de dire je suis un juif qui écrit en anglais, il y avait déjà une tension là. Parce qu'il était fasciné par les écrivains juifs qui écrivaient dans d'autres langues que l'anglais. Par exemple, Appelfeld qui écrivait en hébreu, ou Primo Levi qui écrivait en italien. Et Kafka, surtout Kafka, c'est une figure énorme pour lui. Oui, c'est vrai. Déjà, il a écrit un article en 62, très cité, une phrase hilarante où il a dit que l'Amérique est tellement absurde que ça dépasse la capacité des écrivains de fiction de faire de la fiction. L'Amérique est déjà tellement absurde, c'est trop fictionnel. Sinon, il était démocrate, il est resté démocrate. Il a fait une parodie de Nixon, en français, c'est pas Tricky Dickard, hein, comment? Tricky Dick, oui, c'est en anglais, mais en français, il y avait une titre semblable. Mais c'était raté comme livre, mais c'était une parodie de Nixon en 74. Il écrivait pas beaucoup sur la politique. À part, au niveau politique, il était plus préoccupé par Israël et par l'attitude des Juifs vis-à-vis de l'Amérique, le positionnement des Juifs, je dirais. Mais je pense, dans ses écrits, je pense qu'il s'intéressait beaucoup à la politique américaine, mais à la limite, j'ai envie de dire que pour lui, l'Amérique était tellement absurde que c'était trop enrageant, quelque chose comme ça. Il écrivait sur Chicago, il avait fait ses études, mais sinon, il écrivait sur Londres, il écrivait sur Israël, il écrivait sur la côte Est, où il a vécu lorsqu'il était aux États-Unis. Il n'a pas directement traité en général. Bon, c'est vrai, il y a le complot contre l'Amérique, mais finalement, c'est un roman familial. Même si ça traite l'Amérique en général, c'est encore Philippe Roth et sa famille. Il imagine un régime fasciste dans les années 40, mais où la famille de Philippe Roth est mise au cœur. Donc c'est encore une fois Philippe Roth et ses proches. Mm. J'ai raté un mot là. La transgression, la dialectique entre la transgression et la culpabilité. Oui. Le quoi entre la transgression et la culpabilité, oui. Entre la transgression et la Transmission. Non, mais il y a trois mots là. Je pense que j'ai la dialectique entre la transgression et exactement, je suis complètement d'accord. Complètement d'accord. D'ailleurs, c'est le complexe de Portnoy. Le titre est tiré d'un article d'un faux journal de psychanalyse. Et c'est justement ça. Il donne une définition de ce soi-disant complexe de Portnoy qui... Son psy aurait trahi la passion Portnoy, qui était son passion. Il aurait nommé un complexe d'après sa passion Portnoy. Et le complexe, c'est le conflit chez la passion Portnoy entre ses vérités altruistes et ses désirs, son désir de transgresser. Il dit, il y a une phrase très, très géniale dans Portnoy sur le complexe qui... C'est mieux en anglais, c'est difficile à traduire parce qu'en anglais, le concept freudien, tu as le ça, le surmoi et le moi, et en anglais, c'est le ça, the ego and the id, et lui dit, I want to put the yid back in the id. Et je veux remettre le ça dans le juif. Et bon, ça ne marche pas en français, mais
Donc, il y avait cette idée de... Parce qu'il trouvait que les écrivains juifs avant lui étaient trop timides et ils avaient trop peur de la censure américaine. Et lui, il comptait être un juif qui s'affirmait et qui n'avait peur de rien. Mais il y avait toujours ce conflit. Écoutez, je crois qu'il ne reste qu'à te remercier. Parce que... Il y a une question, Catherine, allez, vas-y. Oui. Oui, merci pour cette question parce que ça m'intéresse beaucoup. J'ai écrit sur ça beaucoup. On ne sait pas. Woody Allen, il a fait parution, il y a un peu des références à Woody Allen dans Opération Sherlock. Woody Allen ne parle jamais de Roth, mais moi je suis très préoccupé par le fait que Philippe Roth, il est devenu très ami avec Mia Farrow après que la séparation entre Farrow et Woody Allen. Et puis même selon une source, une amie à moi qui était une grande amie et ex-maîtresse de Roth, parce qu'il restait ami avec ses ex-maîtresses, qui m'assure que Mia Farrow est devenue la maîtresse de Roth. Donc, que ce que j'ai déjà deviné, parce qu'elle est au début d'un film documentaire sur lui. Et je vois dans tout ça une confirmation de la thèse freudienne, comme quoi quand deux mecs partagent une femme, il y a un amour homosexuel. Voilà.